Un homme que vous n'aviez plus vu ici même ou dans les médias depuis plusieurs mois. Il est avec nous ce matin. Éric Besson, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous étiez absent. Volontairement. 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 Pourquoi? Parce que vous êtes éloigné de la politique? Oui, puis parce que j'avais quitté le gouvernement et que j'ai créé ma propre entreprise. Je m'y suis largement consacré, puis je pensais que c'était bien, après avoir été exposé, parfois surexposé pendant 5 ans, de prendre un peu de retrait. Voilà. 14 ans au Parti Socialiste, 7 ans... Vous êtes membre de l'UMP aujourd'hui? Non, je ne suis plus adhérent nulle part. Plus adhérent nulle part. Oui. Et vous ne serez plus adhérent nulle part? Il ne faut jamais se ligoter pour l'avenir, mais a priori, mon intention, c'est de rester effectivement non adhérent, si je puis dire. Plus de politique? Je suis toujours en politique puisque je suis toujours maire, oui. Mais sur une base maire de non Donzère. Partisane. Je suis maire de Donzère, une commune de 5000 habitants dans la Drôme, avec une liste composée de gens de droite, de gauche et du centre. Donc je suis toujours engagé en politique locale, en politique nationale. J'aimais bien la formule de Raymond Aron, un spectateur engagé ou un entrepreneur, puisque je suis entrepreneur maintenant, engagé. Vous êtes toujours un homme de gauche? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tous mes réflexes historiques sont de gauche, et puis on ne passe pas impunément, comme vous l'avez dit, une quinzaine d'années au Parti Socialiste. Ensuite, j'ai fait le choix de Nicolas Sarkozy, choix que je ne regrette pas, que j'assume totalement. Et aujourd'hui, je suis un réformiste, assez triste quant à l'état actuel du pays, et je crois, et ça n'est pas une clause de style, ça n'est pas pour éviter la question à titre personnel, je crois de moins en moins aujourd'hui à ce clivage droite-gauche. Tony Blair disait « ce qui compte, c'est ce qui marche ». Il y a aujourd'hui en France un certain nombre de décisions à prendre, il y a des difficultés que l'on connaît. Je ne sais pas vous dire si les mesures dont je crois moi que la France aurait besoin sont de droite ou de gauche. Elles sont indispensables au redressement du pays. Après, chacun les classe comme il veut. Vous auriez voté, député, la confiance à Manuel Valls ou pas? Oui, probablement. D'abord, parce que vous voulez dire quand j'étais député socialiste. Là, est-ce que vous auriez voté là la confiance? Si vous étiez député, vous auriez voté? Mais j'ai un gros doute, mais qui n'est pas sur la personnalité de Manuel Valls, mais sur l'absence de cohérence de ce que l'on vit actuellement. C'est-à-dire vous ne pouvez pas inspirer confiance au pays et aux acteurs quand on manque tellement de cohérence. Il y a un manque de cohérence entre ce qu'a dit le candidat François Hollande et ce que fait le président Hollande. Il y a un manque de cohérence entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, c'est une évidence absolue, avec ces frondeurs. Quand on connaît l'histoire du Parti socialiste, que plus de 30 députés ne votent pas la confiance, c'est quand même un événement important. Et puis, même si le gouvernement n'a jamais été le monde des bisounours, il y a toujours eu des tensions, des couacs, etc. Là, ça a atteint un niveau invraisemblable, un manque de cohérence avec des ministres ou des ex-ministres maintenant qui se permettaient le luxe de critiquer la politique qu'ils menaient eux-mêmes. Comment pouvez-vous inspirer confiance, donner confiance au pays quand les ministres eux-mêmes disent à voix haute ou semi-basse selon les cas qu'ils ne croient pas à la politique qu'ils mènent? Et comment à l'international, parce que ça je le vis par les très nombreux voyages que je fais, comment donner une image du pays lorsque le gouvernement français dit qu'il ne croit pas à la politique qu'il mène? C'est parce que vous ne croyez plus aux engagements du Parti Socialiste que vous l'avez quitté en 2007. C'est pour ça? Je l'ai quitté sur quelque chose de très précis qui était le chiffrage du programme de Ségolène Royal. En clair, parce que j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus, mais on va ramener les choses à des choses simples. Ce qu'elle avait annoncé coûtait 110 à 120 milliards d'euros et on me demandait de dire que ça coûtait 35 milliards d'euros. Alors je sais bien qu'en politique, il faut un peu d'habileté, je sais bien que parfois il faut un peu arranger les choses, mais là, cet écart-là, je ne l'ai pas supporté. Je pense d'ailleurs que je l'ai mal expliqué à l'époque, parce que si je l'avais dit aussi simplement que je vous le dis ce matin, on aurait évité... On n'aurait plus parlé de trahison beaucoup de malentendus. Mais je constate que ces ambiguïtés-là n'ont pas disparu et que une grande partie des difficultés du gouvernement vient de l'absence de ligne politique. Vous posiez la question de Manuel Valls. Manuel Valls, il est quand même arrivé au pouvoir, d'après ce que tous vos collègues racontent.
par une alliance avec Montebourg et Hamon. C'est à trois qu'ils imposent, si je puis dire, le changement de Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, et c'est à trois qu'ils demandent donc au président de la République que ce soit Manuel Valls qui soit nommé. Mais vous voyez bien que la difficulté, pour pas dire l'ambiguïté, elle était consubstantielle à la nomination de ce gouvernement, puisque tous les trois n'étaient absolument pas sur la même ligne. C'est un vrai social-démocrate, Manuel Valls, vous le connaissez bien, vous l'avez côtoyé, oui, vraiment. Oui, c'est un réformiste, c'est un social-démocrate, c'est un blairiste, oui, bien sûr. Oui, clairement. Oui, je crois qu'il est... Pourquoi ne le dit-il pas plus ? Ah, ça c'est... Vous l'imaginez bien, je ne suis pas son porte-parole. Mais je crois qu'il l'est sincèrement, oui. Bon. François Hollande, conférence de presse cet après-midi. Il est au plus bas dans les sondages. D'abord, êtes-vous étonné qu'il soit si bas ? Si bas, oui. Dans les sondages. Bas, oui. Je m'attendais à un certain nombre de difficultés, parce que je vous le dis, j'ai pas compris la ligne de François Hollande, parce que vous l'avez côtoyé, vous avez travaillé avec lui. Oui, je ne suis pas... Vous avez été un proche, vous l'avez défendu. L'un des rares à le suivre à l'époque où plus personne ne voulait en entendre parler. Oui, parce que je pense toujours qu'il a un certain nombre de qualités, et je disais en même temps que trop d'habileté tue l'habileté, et qu'il y a un moment où il faut sortir de l'ambiguïté. C'est ça la vraie difficulté de François Hollande. Il s'y essaie en ce moment, mais un peu tard, après 2 ans et demi de gâchis invraisemblable. Oui, il vous a traité de traître heureux. Après votre départ, oui, mais ça vous acceptez peu importe. Mais vous savez, ça c'est la maladie consubstantielle des gens de gauche. Il y a toujours, lorsque vous êtes un social-libéral ou un social-démocrate, vous connaissez la formule à gauche, vous êtes un social-traître. La CGT a longtemps traité la CFDT de traître. Lorsque Moscovici et Montebourg se sont disputés, l'un a traité l'autre de traître, etc. C'est l'obsession. Moi, je dis juste une chose. À une époque, j'ai essayé de dire la vérité sur ce qu'était la folie du programme du Parti Socialiste et de sa candidate de l'époque. Et j'ai dit à un moment que Nicolas Sarkozy me paraissait mieux armé pour présider la France que Ségolène Royal. Et très franchement, je ne le regrette pas. Bien. Est-ce que François Hollande souhaitait la victoire de Ségolène Royal ? Franchement. Je ne sais pas. Je n'ai jamais utilisé, depuis que je suis en politique, des conversations privées avec qui que ce soit. Vous l'avez côtoyé. Vous avez même dit, il me faisait tout faire. Il me faisait tout faire, François Hollande. Je crois que c'est Cambadélis qui l'a dit sur moi. Mais peu importe, moi je ne me serais pas permis de le dire comme ça. Mais oui, j'ai essayé de faire un certain nombre de choses. Je crois, pour répondre vite, parce que c'est de l'histoire ancienne, qu'à la fois il l'a souhaité et qu'en même temps il avait des doutes. Mais encore une fois, je ne veux pas utiliser de conversation privée. Dites-moi, cette polémique autour de cette expression, les 100 dents rapportées par Valérie Trierweiler, il méprise les pauvres, le président de la République ? Quand j'ai travaillé avec lui, je n'ai pas eu ce sentiment. Maintenant, c'est un coutumier il a beaucoup d'humour, ce que chacun sait, et quand on a beaucoup d'humour, on peut... Vous n'avez jamais entendu cette expression dans sa bouche ? Non, moi je ne l'ai jamais entendu. Jamais. Bien. La réforme fiscale qu'on nous annonce, vous avez été un spécialiste économique, vous êtes un spécialiste de l'économie. Si j'ai bien compris, l'impôt sur le revenu sera diminué pour beaucoup, abandonné pour beaucoup, et finalement ceux qui paieront l'impôt sur le revenu seront de moins en moins nombreux. Pourquoi est-ce que dans ce pays, on n'engage pas pouvoir de droite, pouvoir de gauche, une grande réforme fiscale, réforme générale associant l'impôt sur le revenu, la CSG, etc., etc. Vous avez raison, elle est nécessaire. À mon avis, elle ne peut se faire qu'en début de mandat. Je croyais d'ailleurs que, lorsque j'écoutais François Hollande en campagne électorale, que c'est ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Nicolas Sarkozy aussi aurait pu le faire. Oui, vous avez raison, il aurait pu le faire, il avait... partiellement commencé, puisque la revalorisation du travail, notamment par les heures supplémentaires, les déductions fiscales sur les heures supplémentaires, c'était la clé de son programme, et c'est ce qu'il avait commencé à faire. Aujourd'hui, ça me paraît difficile. Ce à quoi on assiste, c'est un bricolage dont on comprend bien la raison. C'est de donner un geste politique au moment du discours de politique générale et de la conférence de presse du président de la République.
Ça va bénéficier à quelques centaines de milliers de personnes, tant mieux pour elles. Sur le plan des principes, ça pose une grande difficulté. Aujourd'hui, il vaudrait mieux baisser les taux pour tout le monde que sortir de l'impôt sur le revenu un certain nombre de personnes. Pourquoi? C'est pas simplement pour des raisons de justice sociale ou fiscale. C'est parce qu'à un moment, vous allez faire peser, c'est déjà le cas, l'essentiel de l'impôt sur le revenu sur les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Je dis classe moyenne et classe moyenne supérieure parce que les très riches, d'abord, soit s'en vont, quittent la France, soit trouvent des façons de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, pour payer moins. Pour payer moins. Donc ceux qui ne peuvent pas payer moins, ce sont les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Je pense qu'à un moment, ça va poser un problème et donc je ne comprends pas bien ce qui s'est fait, même si j'en devine les raisons politiques. Vous êtes favorable à l'impôt prélevé à la source? Je pense que ça serait une évolution naturelle, mais qu'elle n'est pas si facile à mettre en œuvre techniquement. Un mot, avant de parler de Nicolas Sarkozy, sur la glissade, je dirais, dérapage c'est un peu fort, d'Emmanuel Macron hier sur Europe 1, où il a parlé des salariés de GAD. Il a rappelé que beaucoup étaient illettrés sans permis de conduire. Ça a beaucoup choqué. Ça vous choque? Moi, j'aime pas accabler les hommes. Il a commis une maladresse surprenante parce que lui est lettré justement et cultivé. Donc l'écart de langage est extrêmement surprenant. En même temps, il faut le dire, et c'est assez rare, il a présenté des excuses qui paraissaient à la fois sincères et extrêmement rapidement. Donc voilà, personnellement, je n'irai pas plus loin. Vous l'excusez. En tout cas, il a présenté ses excuses et il l'a bien fait. Vous soutenez Nicolas Sarkozy dans son retour? Oui. Vous le soutenez? Oui. Officiellement ce matin? Oui, je veux le soutenir. D'abord, j'espère qu'il va revenir en politique active. Vous l'avez rencontré plusieurs reprises ces derniers temps. Je l'ai vu plusieurs fois, pas seulement ces derniers temps, depuis 2012. Exactement. Pourquoi je crois que son retour est souhaitable et nécessaire? D'abord, au regard de l'état du pays. C'est pas faire de catastrophisme que de dire que ça va très mal. Il suffit d'ailleurs d'écouter Manuel Valls dire le Front National est aux portes du pouvoir. J'ai moi été surpris par l'expression, mais c'est la sienne, ou décrire la situation de notre économie. Les chiffres vont mal. On peut prendre tous les indicateurs, emploi, croissance, dette, ça n'allait pas très bien à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, on est bien d'accord. Mais ça s'est largement aggravé, alors qu'on nous expliquait en gros que la crise c'était la faute de Nicolas Sarkozy. Ça s'est aggravé. Plus grave encore, ça va mal dans les têtes. Les Français n'ont pas confiance en eux. Ils doutent, et à l'international, nos amis francophones, francophiles, doutent de la France, dans des proportions qui sont attristantes. Moi, pour mon métier, je voyage beaucoup à l'étranger, et en permanence, on me demande, mais qu'est-ce qui arrive à votre pays? Donc il faut un sursaut, il faut une espèce d'élan collectif. Personnellement, celui que je crois le mieux placé pour incarner cet élan et ce sursaut, c'est Nicolas Sarkozy. D'abord parce qu'il a l'énergie, il sait galvaniser les troupes, il sait redonner confiance. Ensuite, c'est quelqu'un qui sait, je l'ai vécu, j'en ai bénéficié avec d'autres, qui sait transcender les clivages. Or, nous allons avoir besoin de rassemblement. Il n'a pas transcendé les clivages à la fin de sa campagne en 2012, pardonnez-moi. Il y avait des clivages, mais ce qu'il avait essayé de faire, je peux en témoigner, c'était quoi? L'alliance de la droite traditionnelle, du centre, et des réformistes de gauche. Nous avons quand même été 6 ou 7 en 2007. En 2007. Mais à la fin de son quinquennat, pendant la campagne de 2012, franchement, est-ce que cette campagne a dérivé? Elle était plus clivée. Si vous voulez me faire dire que je préfère le Nicolas Sarkozy de 2007 que celui de la fin de 2012, la réponse est très clairement oui, et j'espère d'ailleurs qu'il va revenir sur la base du Nicolas Sarkozy de 2007, c'est-à-dire capable de rassembler, de transcender les clivages, et je crois d'ailleurs ça correspond bien mieux à sa personnalité. En même temps, ne jouons pas avec des épouvantails qui n'existent pas. La question des frontières, puisque ça avait été abordé, autant moi j'ai regretté que ça paraisse comme une priorité absolue,
autant je suis bien placé pour savoir, puisque j'ai été ministre de l'immigration, que l'espace Schengen, qui est un merveilleux acquis de la construction européenne, est en même temps totalement poreux. Donc le dire... il faut en sortir d'ailleurs? Non, je ne le crois pas. Mais il faut Comme le dit Laurent Wauquiez, par exemple. Laurent Wauquiez a le droit de dire ce qu'il souhaite. Moi, je vous dis ce que je pense. Je ne pense pas qu'il faille sortir de l'espace Schengen. En revanche, il faut renforcer nos frontières et il faut coopérer davantage avec les pays de départ et détruire les trafics qui sont à l'origine de cela. Donc, pour revenir au point principal, si ce matin à votre micro, je soutiens clairement l'éventuel retour, le possible retour de Nicolas Sarkozy, si vous le souhaitez. Bon, je ne souhaite rien du tout. Non, si vous souhaitez l'expression, je veux dire, il me paraît qu'il est le mieux placé pour incarner ce que je viens de dire. Bon, vous allez faire partie de son équipe de campagne? Non, il revient. Non, il vous l'a proposé? Non, il ne m'a pas proposé. Je ne l'ai pas demandé. Vous aimeriez? Non, je suis un entrepreneur qui entend le rester. Vous pourriez devenir ministre, redevenir ministre? Je ne le pense pas. Ça n'est pas une question. Vous aimeriez ou vous dites non définitivement ou attention? Savez, moi j'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là. J'ai été 10 ans parlementaire. J'ai été 5 ans au gouvernement. Ça fait 19 ans que je suis maire. Ça n'est pas de la politique nationale, mais de la politique locale. À titre personnel, je n'aspire à rien. J'ai développé ma petite entreprise. On est 5 salariés et j'entends le rester. Mais on peut être chef d'entreprise, avoir des convictions et avoir envie de soutenir un homme que je crois nécessaire pour mon pays. C'est le meilleur candidat pour 2017, mieux qu'Alain Juppé? Alors, moi je ne vais pas faire partie, je le regrette d'ailleurs, de ceux qui mettent de l'huile sur le feu entre Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon. J'ai vécu quelques années où l'un était président de la République. Je me suis très bien entendu, je veux le dire à votre micro, avec François Fillon lorsqu'il était Premier ministre. Je l'ai trouvé d'ailleurs, moi, très complémentaire et j'espère qu'un jour ils le redeviendront. Et c'était un vrai plaisir de travailler avec Alain Juppé et je vous assure qu'il n'y a pas de langue de bois. Franchement. Très franchement. Je pense que ce sont... Alain Juppé va au bout de ses intentions, vous vous retrouvez... Les primaires seront indispensables, on est bien d'accord. Oui ou non? Elles sont devenues politiquement indispensables parce qu'elles sont dans les statuts de l'UMP et puis parce que chacun suspecte Nicolas Sarkozy, à mon avis à tort, mais il s'exprimera j'imagine sur le sujet, de vouloir les esquiver. Je ne vois pas pourquoi, au regard de ce qu'est sa personnalité et sa capacité d'entraînement, pourquoi il aurait quoi que ce soit à craindre des primaires. Il ne les esquivera pas. En même temps, il ne les esquivera pas. En même temps, à titre personnel, moi je peux vous dire que je n'ai jamais été convaincu par ce système de primaire. C'est le meilleur système quand vraiment aucune possibilité ne se dégage. Je vais vous dire quelque chose. Tout le monde a considéré que les primaires du Parti socialiste avaient été un immense succès, démocratique, etc., etc. Moi, je pense qu'elles ont été un profond échec et que les difficultés actuelles du Parti socialiste et du gouvernement se sont nouées au moment des primaires. Par cette espèce d'alliance tactique menée par François Hollande, avec à l'époque Arnaud Montebourg qui avait fait 17% et qui en était visiblement très heureux et qui le faisait savoir, Emmanuel Valls qui avait fait 4,5 ou 5%, et Ségolène Royal, contre celle qui était arrivée deuxième, Martine Aubry. Alliance qui n'avait rien d'idéologique, pour reprendre un adjectif à la mode, mais qui était purement tactique. On n'a pas le temps de détailler, mais je peux vous assurer que les difficultés seront là. Tout à l'heure, je vous ai dit, moi je pense que Nicolas Sarkozy est le mieux placé. Je ne vous dis pas le seul. Alain Juppé et François Fillon ont tous les deux des qualités. Mais lorsqu'il s'agit d'entraîner, de rassembler, de galvaniser le pays, de transcender les clivages, il me semble, moi, en mon âme et conscience, comme on disait dans d'autres temps, qu'il est le mieux placé. Bien, dernière chose, vous avez lu le livre de Valérie Trierweiler? Non, je ne l'ai pas lu. Vous le lirez? Peut-être, et je vais vous dire parce que j'ai un peu l'esprit de contradiction, je ne pensais pas le lire, mais à force d'entendre toutes les bonnes âmes nous expliquer que ce livre, c'est le brûlot absolu, tout en étant très hypocrite, parce que dans les dîners en ville, entre guillemets, les gens ne parlent que de ça, et vous demandent si vous l'avez lu, si telle ou telle anecdote est vraie, etc. Et donc je ne vois pas pourquoi je m'interdirais de le lire si j'en ai envie, d'autant que je connais un petit peu les deux protagonistes. Donc vous êtes surpris d'ailleurs
Vous êtes surpris de son comportement, de son choix c'est une femme humiliée qui se venge, selon vous? D'après ce que j'ai lu, je n'ai pas encore lu le livre. Parce que vous, par exemple, vous êtes arrivé pas tout à fait la même chose, parce que votre ex-femme a écrit sur votre relation, mais en étant beaucoup plus positive à votre égard, d'ailleurs. Oui, c'est d'ailleurs le paradoxe de ce livre. Il a été présenté comme à charge contre moi, et ceux qui l'ont lu me disent finalement qu'ils ont découvert, il n'était pas entièrement à décharge, mais il a découvert une autre facette. Bon. Mais d'un mot, j'ai lu dans la presse qu'elle dit ce livre est une réplique aux 18 mots dicté par le président de la République à l'AFP. Moi, je n'entre pas dans une querelle qui n'est pas la mienne, mais je reconnais quand même que lorsque j'ai lu la dépêche de l'AFP par laquelle François Hollande signifiait le congédiement, entre guillemets, de sa compagne, j'ai décidé, etc., dans des termes qui étaient glaciaux et brutaux, j'ai pas pu m'empêcher, d'être surpris, et de me dire, là, il ouvre quand même la boîte de Pandore. C'était de l'impolitesse? Pardon? C'était au moins de l'impolitesse? Non, je comprends en plus... Un mépris? Non, c'est quelqu'un qui n'aime pas parler de sa vie privée, ce que je comprends parfaitement, et qui, obligé de le faire, a choisi la façon la plus mesurée à ses yeux et la plus, entre guillemets, professionnelle, sachant qu'il est président de la République. Il a voulu, je pense, limiter complètement ces termes. Mais du coup, ça donne quelque chose de glacial et très surprenant, oui. Merci Éric Besson d'être venu nous voir ce matin à 8h58.